Fin hier de la troisième conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. 18 accords ont été signés pour le bien-être des populations. Ce n'est pas une conférence de presse que les présidents ivoiriens et burkinabés ont clos cette conférence. 2 millions de personnes souffrent d'hépatite virale en Côte d'Ivoire et plus de 2 milliards dans le monde. Le gouvernement ivoirien appelle à la grande mobilisation contre cette maladie connue comme un tueur silencieux. Le monde entier a célébré hier la lutte contre l'hépatite virale. Un deuxième tour incontestable et inévitable au Mali selon plusieurs candidats, tandis que des résultats partiels donnent une large avance à Ibrahim Boubacar Keïta. Le taux de participation est de 53,5% pour l'instant. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal. Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, a abrité hier la troisième conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. 18 accords ont été signés et c'est par une conférence de presse que les présidents ivoiriens et burkinabés ont clos cette conférence. Le compte-rendu de Joram Kofi Abola. Suite logique de la troisième conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina, le Conseil des ministres conjoints qui a succédé à l'ouverture des travaux. Pendant environ une heure d'horloge, les membres du gouvernement de la Côte d'Ivoire et du Burkina, autour des deux chefs d'État respectifs, ont planché sur différents points en vue de l'évaluation relative aux grandes décisions. Les accords conclus, environ 19, ont été l'objet de signatures. Accord signé d'une part par les deux ministres des Affaires étrangères et de l'autre par les deux chefs d'État. Par la suite, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, Charles Kofi Dibi, a fait la lecture du communiqué conjoint qui a sanctionné les travaux. Il en ressort que la conférence s'est notamment félicitée des décisions prises pour la consolidation de la coopération entre les deux pays visant à la promotion de l'intégration. Des conclusions qui, sans risque de se tromper, ont rencontré l'adhésion des présidents Ouattara et Compaoré quand ils ont décidé de déclarer clos les travaux. Les présentes assises consacrent le renforcement et l'approfondissement de notre coopération à travers la conclusion de 19 accords sectoriels. Je cite, entre autres, la sécurité et la défense, la lutte contre la traite transfrontalière des enfants, la libre circulation des personnes et des biens, l'emploi, la jeunesse, l'agriculture. Je salue et je me félicite des progrès réalisés dans la préparation de 3 importants projets dont la mise en œuvre devrait avoir un impact très significatif en termes de facilitation du commerce et d'amélioration du bien-être des populations. Ces résultats sont à la hauteur de l'exemplarité des liens de fraternité qui lient nos deux États et qui, par ailleurs, nous rassurent sur le bon niveau de l'état d'exécution des diligences conjointement arrêtées. La présente conférence au sommet qui s'achève nous aura permis d'apprécier les progrès réalisés dans notre volonté commune de bâtir entre nos deux pays et nos deux peuples des relations d'amitié et de fraternité spécifiques et de dégager à travers de nouveaux accords d'heureuses perspectives pour le bien-être de nos vaillantes populations. En cet instant solennel, je me félicite de constater que les décisions importantes prises lors du sommet tenu à Ouagadougou en novembre 2011 portant sur les grands chantiers de la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et son prolongement jusqu'à la frontière du Niger, ainsi que le renforcement des capacités énergétiques et minières de nos deux pays sont désormais sur les rails. Je reste convaincu que la réalisation de ces grands chantiers, ainsi que la mise en œuvre des accords que nous venons de signer, contribueront à rapprocher davantage nos deux pays, à accélérer les processus d'intégration régionale ouest-africaine et surtout à accroître le bien-être de nos populations. Et puis, prenant congé après une brève conférence de presse, les présidents ivoiriens et burkinabés n'ont pas manqué d'indiquer être convaincus que la coopération Côte d'Ivoire-Burkina pourrait être un véritable moteur de l'intégration régionale.
Et après cette conférence, le président burkinabé a rencontré la communauté burkinabé vivant en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu d'Alvarassa. Les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire sont venus de plusieurs localités. Abidjan, Abangourou, Soubré, Bouaké, Tiébissou, Daougro pour cette rencontre avec le président Blaise Compaoré. Les différents intervenants Traoré Daouda, Yacouba Savadogo, Joseph Bado, Victorien Youbare, Bahamadi Ouedraogo ont remercié le président Blaise Compaoré pour son soutien aux Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire et ses actions de paix en Afrique de l'Ouest. Il s'engage à ses côtés pour la construction du Burkina Faso. Vos efforts inlassables à travers le Conseil de l'Entente, la CEDEAO et l'Union africaine ont fait de vous un homme d'État écouté. C'est une fierté pour nous, les Burkinabés. Au regard de tout ce qui se passe au Faso, nous suivons l'évolution grâce aux médias. Le président Blaise Compaoré a salué le courage et le travail des Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire, travail qui contribue au développement du pays hôte, sans oublier leur pays d'origine, le Burkina Faso. Nous sommes là pour vous saluer, mais surtout pour vous dire que nous vous sommes très reconnaissants pour ce grand attachement que vous avez toujours déployé en direction du pays, en direction des Burkinabés de l'intérieur. Il leur a ensuite expliqué l'importance du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Nous marchons pas à pas vers la fortification de nos deux nations, parce que nous avons pris conscience que développer nos deux pays, ce n'est pas d'attendre que quelqu'un vienne le faire à notre place. Et nous avons compris aussi que le faire séparément, tenter de le faire séparément, c'est aller vers l'échec. Et que nous deux, en réunissant nos énergies, d'abord le président Ouattara et moi, aujourd'hui, en réunissant nos intelligences, nos deux peuples, nous sommes capables de soulever des montagnes. Et c'est ce que nous allons faire. Le président Blaise Compaoré a enfin invité ses compatriotes à vivre en bonne intelligence avec les Ivoiriens et à rester mobilisés pour bâtir les deux nations, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Et en marge du sommet, les chefs de gouvernement ivoiriens et burkinabés ont visité le centre d'hémodialyse et de transfusion sanguine de Yamoussoukro, une découverte pour Luc Adolphe Tiao, Premier ministre du Faso. Alvarassa nous en dit plus. Visitant le laboratoire du centre de transfusion sanguine réhabilité par le PEPFAR et le centre d'hémodialyse de Yamoussoukro, le Burkina Faso, selon son Premier ministre, Luc Adolphe Tiao veut s'inspirer de l'exemple de la Côte d'Ivoire au niveau du fonctionnement de ces deux centres. La question de don de sang aujourd'hui est très cruciale. Nous savons qu'il y a souvent un besoin énorme de don de sang. Donc en tout cas, je ne peux que me réjouir de voir cet important investissement. Et bien sûr, cela également aussi nous inspire au Burkina Faso. Et l'intérêt justement de ce genre de visite, c'est que nous puissions échanger nos expériences. Et je pense que nous allons voir au niveau de notre gouvernement comment nous inspirer de cette expérience ivoirienne qui me paraît vraiment très intéressante. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan soutient que ces deux centres vont offrir des services de qualité. Pour le centre de transfusion sanguine, il invite les populations de Yamoussoukro et des villes et villages environnants à donner leur sang pour le faire fonctionner et rendre disponibles les produits sanguins. Les besoins sont importants et j'ai cru comprendre qu'on ne couvre que 60% de nos besoins. Donc c'est l'occasion de faire l'appel aux donneurs de sang qui soient beaucoup plus nombreux puisque le chiffre que j'ai noté, il faut 220 000 poches et apparemment il n'y aurait que 160 000. Donc il y a un chemin donc à faire, c'est la première chose que je voulais indiquer. La deuxième chose que je voulais quand même noter, c'est effectivement la qualité de notre coopération avec le Burkina Faso, de manière à ce que, comme le Premier ministre l'a indiqué, nous puissions donc faire les échanges d'expériences, de manière à ce que nous tirons donc profit de ce qui se fait de meilleur de part et d'autre. Il a pour terminer invité la ministre de la Santé et de la lutte contre le VIH-Sida, Raymond Godou Kofi, et les personnels à prendre soin du centre d'hémodialyse et du laboratoire du centre de transfusion sanguine de Yamoussoukro. La
Côte d'Ivoire et le Nigeria réfléchissent en commission à Abuja sur des domaines qui ont jusque-là été considérés comme des domaines de souveraineté. Objectif, rapprocher leur position sur le quotidien des différentes populations. Et en attendant, le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan pour parachever ce qui a été entrepris. Les experts ivoiriens et nigérians ajustent leur position. Envoyé spécial à Abuja, Lassine Fofana. Ivoiriens et Nigériens ont constitué 5 groupes de travail. Le premier réfléchit à l'harmonisation de la politique de défense et de sécurité entre les deux États. Le second, l'économie, le commerce, le tourisme et tout ce qui a trait à l'industrie et à l'investissement. Le groupe 3 travaille sur l'éducation, les sciences, la culture, l'information technologique, les sports et la jeunesse. L'avant-dernier, les mini-énergies et les infrastructures. Et enfin, le groupe 5, l'agriculture, la pêche et l'environnement. Les 30 et 31 juillet, les ateliers achèveront leurs réflexions et mettront à la disposition du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et du vice-président nigérien Namadi Sambo les résultats de leurs travaux afin que le 1er août, il soit signé le projet de protocole d'accord portant création d'une grande commission mixte de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et la République fédérale du Nigeria. Accord qui va être sanctionné par un communiqué final matérialisant l'acceptation des deux pays. L'hépatite virale affecte 2 millions de personnes en Côte d'Ivoire et plus de 2 milliards dans le monde. Le gouvernement ivoirien s'engage dans la lutte contre cette maladie. Justement, Francis Boifo nous explique ici comment lutter contre l'hépatite virale. Le dépistage reste pour les autorités ivoiriennes le moyen efficace de prévention des hépatites virales. Nous avons les hépatites A, les hépatites B, les hépatites C, les hépatites D et les hépatites E. Les hépatites A et E se transmettent par voie orale, donc c'est des hépatites qu'on va contracter lorsque les aliments sont souillés, lorsque l'eau de boisson est souillée. Et à côté de ces hépatites, vous avez les hépatites B, C et D qui, elles, se transmettent exactement comme le VIH-Sida. C'est-à-dire par le sang, les rapports sexuels non protégés, la salive, certains liquides biologiques de l'organisme et la transmission mère-enfant. Les hépatites virales B, C et D sont les premières causes de cirrhose et du cancer du foie selon le programme national de lutte contre ces pathologies. Tout malade de l'hépatite devra débourser 7 500 000 francs CFA par an pour l'achat des médicaments. Trop cher, le gouvernement ivoirien prend des mesures. Et pour ceux qui ont besoin de traitement, le ministère de la Santé a mis déjà en place un stock de plus de 6 000 traitements dans les CHU. On soigne les malades gratuitement jusqu'à ce que le stock actuel soit épuisé. Mais le ministère est en train de prendre les dispositions pour constituer un nouveau stock. Selon les spécialistes, l'hépatite B affecte plus d'1 600 000 personnes par an en Côte d'Ivoire, contre 2 milliards à travers le monde. Le programme alimentaire mondial PAM veut contribuer à Bouaké à l'amélioration des conditions de vie de 200 personnes vivant avec le VIH. Ces 200 malades du VIH-Sida identifiés vont bénéficier de 36 000 francs CFA par mois. Et cette aide s'inscrit dans le cadre du lancement du projet d'appui alimentaire. Le reportage de Soro Corona dans un commentaire de Charles Tetou. 200 personnes vivant avec le VIH-Sida vont bientôt bénéficier d'une aide monétaire mensuelle de 36 000 francs CFA, en plus de l'appui alimentaire et nutritionnel apporté par le programme alimentaire mondial PAM. Cet appui permet à ces malades de mener une vie saine prolongée et d'améliorer l'efficacité du traitement. C'est des médicaments qui sont très forts. C'est quelquefois des médicaments aussi qui ouvrent l'appétit. Ce traitement doit être pris régulièrement pour d'abord son efficacité, pour ne pas que ça entraîne des résistances. Cependant, Solidarité familiale africaine oblige, cette aide alimentaire apportée à ces personnes vivant avec le VIH-Sida, généralement démunies, est mise à la disposition de toute la famille. Conséquence, malnutrition des malades et aggravation de leur état de santé. Ce projet du PAM permettra au Centre Solidarité Action Sociale et à l'ONG Renaissance Santé Bouaké de mieux suivre les malades et diminuer le risque de décès liés à la malnutrition. Nous avions décidé d'apporter cet appui à cette personne qui reçoit l'aide du PAM pour qu'elle puisse acheter d'autres denrées alimentaires sur le marché en faveur de sa famille, ce qui lui permettrait de consommer à lui seul ce que le PAM lui donne.
Selon l'ONU-SIDA, la malnutrition augmente le risque de transmission du VIH-SIDA des mères aux nourrissons et à la progression de l'infection du VIH. La Côte d'Ivoire, avec une prévalence de 3,4%, demeure l'un des pays les plus touchés par la pandémie du VIH-SIDA en Afrique de l'Ouest. Les relations publiques comme un moyen de promotion de la réconciliation et de la paix, c'est l'ambition de l'enseignant-chercheur Gokra Diandré. Il a animé une conférence à l'université Alassane Ouattara sur les méfaits et les bienfaits des relations publiques et l'éveil des consciences des acteurs des médias. Le reportage Ouattara Amadou Walter dans un commentaire de Charles Tatou. Comment les relations publiques pourraient contribuer à une paix durable au profit du développement en Côte d'Ivoire? Cette question a fait l'objet d'un débat à l'université Alassane Ouattara. Responsables des unités de formation, étudiants en communication et plusieurs invités ont pris part à cette séance de réflexion sur ce sujet. D'entrée, l'animateur de cette causerie débat, le docteur Gokra Diandré, a mis en exergue la similitude qui existe entre le processus de développement amorcé par le pays et celui des relations publiques. Pour le conférencier, il s'agit d'une production de l'esprit à partir de plusieurs observations faites. Toutefois, il a évoqué l'indéniable rôle joué par les médias dans le déroulement de la récente crise ivoirienne. L'orateur a proposé des approches de solutions quant à la promotion de la paix, notamment le soutien des relations publiques en tant que moyen de promotion de paix et de conscientisation des acteurs des médias. De même, l'appui des réflexions menées par les chercheurs en Côte d'Ivoire. Les étudiants se disent émus du vaste rôle que jouent les relations publiques dans la vie d'une nation. Les relations publiques nous permettent d'échanger, de s'accepter et de pouvoir accepter les autres. Cela nous a permis en tout cas de prendre encore connaissance avec les thèmes des relations publiques et aussi de voir dans quelle mesure cela peut contribuer aussi à l'instauration de la paix en Côte d'Ivoire. Pour son développement, la Côte d'Ivoire aspire à une paix durable. Chaque couche sociale se doit de jouer sa partition. Les chercheurs, par cette causerie débat, démontrent ainsi leur volonté de s'impliquer dans le processus de réconciliation. Les résultats de la mise en œuvre du plan national de développement au titre de l'année 2012 sont connus depuis hier. Ils ont été présentés, ces résultats, aux partenaires au développement par le ministère du Plan et du Développement. Ces résultats, selon Gabriel Zani, sont encourageants, mais des propositions ont été faites pour consolider les acquis et améliorer les points négatifs. C'est un rapport positif des activités menées dans le cadre du PND, Plan national de développement, que le ministère du Plan et du Développement a présenté ce mardi aux partenaires au développement. Ce rapport contient les résultats des activités réalisées depuis le 28 mars 2012, date d'adoption du PND. Au niveau du secteur de l'éducation, nous avons pu recruter 5 000 enseignants. Et puis, nous avons pu construire 3360 salles de classe contre 1500 de prévus. Il faut y ajouter, entre autres, la réhabilitation de 6 préfectures de police sur les 12 prévues, la création de bataillons de sécurité du sud-ouest et du nord, avec pour sièges respectifs San Pedro et Odiéné. Ces résultats sont encourageants, même si beaucoup reste à améliorer selon les partenaires. Ce que nous avons entendu aujourd'hui est positif. C'est donc une marche en avant. Le plan national de développement est réellement notre feuille de route. Il indique aux partenaires ce que la Côte d'Ivoire souhaite atteindre. Et donc nous inscrivons totalement dans ce plan. Un an après sa mise en œuvre, les négociations continuent toujours avec les bailleurs de fonds pour le décaissement des promesses faites à Paris en décembre dernier. Quand des partenaires, des bailleurs font des annonces, cela rentre dans tout un mécanisme, un processus d'échange, de négociation. C'est ce processus que nous sommes en train de conduire. Évidemment, il y a des conditionnalités qui s'imposent à nous. En général, ça demande au moins 2 ans avant que les choses ne se mettent en place. Mais comme le président de la République a donné des orientations précises et que le gouvernement au travail, nous sommes en train de conclure avec la plupart des partenaires. En initiant le PND 2012-2015, l'État recherchait plus de 11 000 milliards de francs CFA. Le gouvernement a donc décidé de mettre l'accent sur l'investissement pour mettre la Côte d'Ivoire sur le chemin de la croissance. Le 8 août, le comité de pilotage du PND se réunira pour examiner ce rapport.
Mais l'une des conditions à remplir pour la réussite de ce programme reste la paix et la cohésion sociale. La Procassi, l'Association pour la protection des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire, a initié une tournée pour comprendre les facteurs de la hausse des denrées alimentaires sur les marchés. Le président de la Procassi souligne que le racket a considérablement diminué sur les routes et ne saurait justifier la hausse des denrées alimentaires. Herman Yamia. Le racket sur les routes serait-il la cause principale de la cherté sur les marchés? La Procassi, l'Association pour la protection des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire, répond par la négation. Soumaoro Ben Fali souligne qu'après une tournée qu'il a initiée en marge de la visite d'État du président de la République dans le district des Savanes, il a pu faire le constat suivant. Un camion de 35 bœufs qui quittait de la frontière Burkina ou bien le Mali pour arriver à Abidjan en 2010 dépensait 950 000 francs dans les faux frais. En 2013, ce même camion de 35 bœufs dépense 75 000 francs dans les faux frais. Un camion d'Ignam, en 2010, payait 150 000 francs dans les faux frais. Aujourd'hui, ils sont à moins de 20 000 francs dans les faux frais. Un camion de choux, tomates, oignons, piment, haricots, pommes de terre, arachide, payaient 450 000 francs dans les faux frais. Aujourd'hui, ils sont à 200 000 francs. Un camion de charbon de la zone de la production à Abidjan, 2010, payait 800 000 francs dans les faux frais. Aujourd'hui, ils sont à moins de 50 000 francs. Après cette démonstration, le président de la Procassi affirme donc que les raquettes ne sauraient justifier la hausse des prix. Sur le terrain, les commerçants, eux, précisent que le prix des denrées alimentaires est relatif à la disponibilité des produits selon les saisons. Gnagna, là, le tas à 100 francs. Parce qu'actuellement, ce n'est pas période de gnagna. Actuellement, c'est cher. Donc, le tas, là, je vends ça à 100 francs, puisque je paye le tas à 500. Les marchandises, il y a les périodes. Par exemple, les vacances comme ça, il n'y a pas de bananes, il n'y a pas de condiments, tout un peu cher. Il pleut, mais il n'y a pas de marchandises. Nous qui avons les enfants, les petits-enfants, tout ça, là, vraiment, c'est pas facile. Mais on va faire comme. Quant aux produits manufacturés, le lait, le sucre, l'huile, le riz et la farine, ils restent toujours hors de portée des consommateurs selon la Procassi. Soumaoro Ben Fali invite le ministre du Commerce et de la Promotion des PME à faire des propositions concrètes en vue de soulager les ménages. 5 narcotrafiquants, tous de nationalité nigériane, ont été arrêtés hier à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny grâce à une collaboration entre la police des stupéfiants et la subdivision des stupéfiants de la douane. Ces 5 individus en provenance du Brésil détenaient environ 3 kg de cocaïne et la cocaïne était stockée dans leur estomac. Herman Yamia. Beaucoup de filets pour la police des stupéfiants. Ces 5 individus, tous de nationalité nigériane, ont été interpellés à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué. En provenance de Sao Paulo au Brésil, ils transportaient environ 3 kg de cocaïne. Nous avons été informés que des individus en provenance de Sao Paulo seraient en direction d'Abidjan et qui détenaient de la drogue. Donc nous avons mis notre système en jeu et après observation, nous avons trouvé qu'ils ont commencé à déféquer de la cocaïne. Et nous avons recueilli, après l'interpellation, après qu'ils aient fini complètement de déféquer, nous avons au total 189 boulettes de cocaïne qu'ils ont déféquées. Actuellement, ils sont dans nos locaux. Nous sommes en train d'amener les enquêtes pour voir quels sont les commanditaires internes, quels sont les commanditaires externes, et puis après nous allons les conduire au parquet. De janvier à mai 2013, la police des stupéfiants a saisi plus de 5 kg de cocaïne, 1,5 tonne de cannabis et 3 tonnes de médicaments de la rue. Mieux, elle a détruit 42 fumoirs et interpellé 716 personnes dans le district d'Abidjan. Le directeur de la police des stupéfiants et drogues invite la population à une franche collaboration en vue de mettre fin à ce fléau. Aussi ajoute-t-il un numéro vert mis à leur disposition afin de dénoncer tout acte suspect dans leur environnement.
Le Centre national de documentation juridique face à la presse pour comparer les mandats de l'ONUCI et de la MINUSMA. Il a été question aussi de messages qui se dégagent de 2 livres, le rôle des Nations Unies dans la résolution de la crise ivoirienne et le soutien aux initiatives africaines et françaises. On en parle avec Patricia Omouitia. Nous connaissons le coût humain des conflits armés en Afrique, des millions de morts. Les ouvrages publiés par le Centre national de documentation juridique CNDJ mettent ici en évidence les grands enjeux de paix et de sécurité en Afrique. Selon l'auteur, la création d'une opération de maintien de la paix par les Nations Unies est précédée d'un accord des parties en conflit. Avec plus de 10 500 éléments en uniforme, l'ONUCI travaille en exécutant un mandat de maintien de la paix. Une opération de maintien de la paix des Nations Unies ne peut pas faire usage de la force, sauf en cas de légitime défense ou pour la défense du mandat. Pour l'auteur et conférencier, il importe que l'expérience ivoirienne soit mieux connue en vue d'aider le peuple malien voisin à tirer le meilleur profit de cette opération de maintien de la paix. Le succès d'un processus de paix dépend à au moins 75% des nationaux. Les autres viennent pour aider, pour encadrer. Le vœu de Kwadio Kwaku Amos, c'est de faire ensemble le chemin à travers le rôle des Nations Unies dans la résolution de la crise ivoirienne, soutien aux initiatives françaises et africaines. Un deuxième tour de la présidentielle au Mali est incontestable et inévitable selon plusieurs candidats, notamment Soumaïla Cissé, un des 2 favoris du scrutin. Ibrahim Boubacar Keïta pourrait remporter l'élection présidentielle selon les résultats partiels. Le colonel Moussa Senko Koulibaly, le ministre malien de l'administration, s'est adressé à la presse hier annonçant que les écarts sont importants. Plusieurs dizaines de leurs partisans sont venus écouter leurs premières déclarations officielles au lendemain du premier tour de la présidentielle. Les candidats des principaux partis, membres du Front anti-putsch, durcissent le ton. Ils excluent l'hypothèse d'une victoire au premier tour de leur rival Ibrahim Boubacar Keïta. Forcément, il y aura un deuxième tour. Il y a beaucoup d'aberrations. Nous allons interroger ces aberrations. Mais qu'est-ce que vous faites penser qu'il y aura un deuxième tour? Sûr et certain, il y aura un deuxième tour. Attendons le résultat. Un peu plus tôt dans la journée, le Front uni pour la sauvegarde de la démocratie et de la République avait réuni à Bamako tous ses membres, y compris ceux qui ont boycotté la présidentielle de dimanche. La réunion à huis clos a débouché sur l'adoption d'une stratégie commune. Le Front anti-putsch soutient Soumaïla Cissé qui affirme avoir gagné dans 7 des 8 régions du Mali. Il menace de contester les résultats si Ibrahim Boubacar Keïta est déclaré vainqueur au premier tour. Nous allons les contester parce que nous savons qu'il y a eu beaucoup de manipulations, nous savons qu'il y a eu beaucoup de dérives et qu'aujourd'hui, si certains se sont précipités déjà dans la rue depuis hier soir, moins d'1 heure après la fermeture des bureaux de vote pour dire qu'ils ont gagné sur le plan national, à mon avis, c'est de l'irresponsabilité. Au QG de campagne d'Ibrahim Boubacar Keïta, on continue de compiler les résultats transmis par les délégués déployés dans le pays et à l'étranger. Mais depuis dimanche soir, les partisans d'Ibeka diffusent des messages faisant état d'une victoire Takokele, terme bambara qui signifie du premier coup. Vous pensez que ça peut être plié au premier tour? Nous l'espérons. Et je pense que nous avons des raisons d'y croire maintenant. Au ministère de l'administration du territoire, aucun chiffre n'est avancé pour l'heure. La Commission nationale de centralisation des résultats continue de recevoir les procès-verbaux des différentes régions du Mali. Retour en Côte d'Ivoire, précisément à Divo. La pièce de 250 francs pose problème. Elle a perdu la confiance des acteurs économiques de la ville. Quelle est l'origine de cette crise? La réponse dans ce reportage de Noël Niagno. Divo, la capitale de la région du Logibwa, c'est à plus de 200 km au nord-ouest d'Abidjan, la capitale économique. Bienvenue dans la crise de confiance dans la pièce de 250 francs CFA. Commerçants, chauffeurs de taxi, vendeuses et autres sont unanimes sur une chose, tout sauf la pièce de 250 francs dans les transactions commerciales. À Divo, la pièce de 250, les gens ne veulent pas prendre ça. Midi à 8h, midi des trucs au marché. À cause de 250, on prépare de la mettre des gens au marché. On dit juste ça, tu vas pleurer même dans le marché. Tu vas faire comment? Quand on fait la monnaie, on donne à les clients. Ils nous disent que la pièce est lisse, 250 pièces là, ça nous fatigue trop. Souvent même, ça envoie par là même. Et pourtant, nulle part ailleurs à Divo, vous ne verrez traîner les pièces de 250 francs. On ne ramasse pas à terre
aussi pour dire que 250 on va remonter ces là. Le comble, les banques commerciales de la localité sont au nombre des parties prenantes dans ce refus. Avis du préfet de région. J'ai rencontré les banquiers, surtout les banques commerciales, parce que l'information pour les commerçants, je peux la comprendre, mais au niveau des banques commerciales, je voulais savoir pourquoi les banques commerciales pouvaient refuser de prendre la pièce de 150. Certains m'ont dit, monsieur le préfet, nous-mêmes, nous sommes habitants de la ville, nous avons ces rumeurs en ville, mais si nous prenons toutes les monnaies que les gens nous viennent nous déposer par jour, souvent nous avons 100, 150 pièces, ça va conforter les rumeurs en ville et ça va faire une panique au niveau du commerce. Sur le refus des banquiers, voici la réaction du président de l'association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire que nous avons approché de retour de Divo. Le banquier, dans le principe, doit accepter toutes les pièces de monnaie qui lui sont transmises par les clients ou les populations. Voilà, donc je pense que s'il y a des problèmes, la banque peut se référer après, comme on a l'habitude de le faire, à la Banque centrale. Mais au fait, d'où vient cette crise de confiance? Les acteurs économiques se rejettent les responsabilités. La femme là, nous refuse. Nous aussi on va faire comment? C'est pour ça maintenant qu'on nous donne là, nous aussi on refuse. Dans tout le marché, si tu amènes ça, même à la boutique, quand tu amènes, les gens ne veulent pas prendre ça. Nous aussi on ne peut pas prendre. Pour en avoir le cœur net, le préfet de région a diligenté une enquête avec le concours de la police. La police nous a rapporté que certains commerçants refusent de prendre la pièce parce que la pièce est lisse. D'autres qui soutiennent que la pièce de 250 a été dévaluée. Comme on le voit, aucun argument économique et financier ne soutient cette crise de confiance dans la pièce de 250 francs. D'où l'appel du président de l'association professionnelle des banques et établissements financiers. Nous n'avons eu aucune instruction, aucune circulaire de la Banque centrale sur ce point-là. Les pièces de 250 francs demeurent valables et doivent être acceptées dans l'ensemble des guichets bancaires de la Côte d'Ivoire. En plus de cet appel, le préfet de région du Lodjibois a organisé ce mardi une rencontre pour rassurer les populations et sensibiliser tous les agents économiques de la localité. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Que votre étoile brille toujours et partout. À bientôt.